Et voilà, c'est la structure générale de la DTC. C'est une structure très simple, même dans l'implémentation en pratique, elle est très simple. Elle n'utilise pas du régulateur PI. Il n'y a aucun bloc MLI. En plus de ça, il n'y a pas un capteur de flux ou de vitesse ici. Seulement si on veut faire une régulation de vitesse, on fait appel à un capteur de vitesse et un régulateur PI pour la vitesse, mais la version originale ou initiale proposée par Takahashi, elle ne présente aucun capteur et aucun régulateur. Seulement, il a proposé une commande avec une table préprogrammée qu'on va essayer de déterminer par la suite. Le principe de la DTC repose sur l'estimation de la première grandeur qui est le flux. Donc l'estimation du flux statorique. Si on néglige la résistance statorique est valable, et ce terme peut être négligé dans les grandes vitesses, c'est-à-dire que pour les grandes vitesses, le terme résistif est très faible par rapport à la tension. Donc sur une période d'échantillonnage, TE, l'application d'un vecteur Vs, il y a une incrémentation du flux statorique delta Vs. L'extrémité de vecteur flux statorique décrivent une trajectoire circulaire. Et on va voir par la suite cette évolution. Donc, le principe de la DTC repose sur la décomposition ou sur la décomposition de l'espace en 6 secteurs, tel que le premier secteur est limité de moins 30 degrés jusqu'à 30, et le deuxième secteur de 30 jusqu'à 90, et par la suite, c'est-à-dire que chaque secteur présente 60 degrés. On a 6 secteurs. Si on utilise un onduleur triphasé de niveau, c'est-à-dire que on a 3 phases et 2 niveaux, donc le niveau c'est 1, le nombre de phases c'est P, donc 2 niveaux, le nombre de phases est 3, donc on a 8 vecteurs. Donc selon la relation n à la puissance P, on a 8 vecteurs générés par l'onduleur de tension de niveau. C'est-à-dire on a le vecteur V1, V2, V3, V4, V5 et V6 qui sont non nuls, et deux vecteurs nuls, c'est le vecteur V0 et le vecteur V7. C'est-à-dire l'évolution du vecteur flux statorique, si on applique à chaque instant l'un de ces vecteurs. Donc, si le vecteur flux statorique se trouve ou se situe dans le premier secteur, c'est-à-dire moins 30 jusqu'à 30, l'application par exemple d'un vecteur V3 à l'extrémité du vecteur flux statorique qui est en rouge ici, donc ce vecteur flux statorique, il tourne avec une vitesse relative à l'application du vecteur V3. Donc, mais ce vecteur de tension V3, il a deux composantes. Il a une composante radiale, donc voilà le vecteur V3, appliqué à l'extrémité du vecteur flux statorique. On a ici une machine asynchrone, c'est-à-dire que le flux rotorique il est en arrière par rapport au flux statorique, avec un angle gamma. Donc ce vecteur V3, il a deux composantes. Il a une composante tangentielle, radiale et une composante tangentielle. La composante radiale, elle fait l'action sur le flux, c'est-à-dire elle augmente ou diminue l'amplitude du flux. Mais la composante tangentielle de ce vecteur V3, elle fait l'action d'augmentation ou de diminution de gamma, c'est-à-dire elle fait l'action sur l'angle qui est entre le flux statorique et le flux rotorique. Donc, le vecteur flux statorique après l'application du vecteur V3, il décrit une trajectoire circulaire, qu'on va la démontrer par la suite dans les simulations. Donc, si on base sur le même principe pour les autres vecteurs, donc on peut montrer que dans la DTC, on contrôle le flux et le couple, c'est-à-dire que
Pour contrôler le flux, on utilise la composante radiale du vecteur V3 et on utilise la composante tangentielle pour contrôler le couple. Pourquoi? Puisque le couple électromagnétique de la machine est donné par l'expression qui lie le flux statorique, c'est l'interaction entre le flux statorique et le flux rotorique, et l'angle gamma. L'angle gamma, c'est l'angle entre le flux statorique et le flux rotorique. S'il y a une application du vecteur V3, donc il y a une incrémentation de l'angle gamma avec un angle delta gamma. Donc, si delta gamma il a une incrémentation de delta gamma, donc le sinus va augmenter, le couple aussi va augmenter. Donc, l'application d'un vecteur de tension non nulle, le vecteur de tension appliqué, sa composante tangentielle, elle fait l'action sur le couple électromagnétique. Donc, par la suite, pour contrôler le flux, on utilise la composante tangentielle et pour contrôler le couple, on utilise on utilise la composante radiale et pour le couple, on utilise la composante tangentielle. D'une manière générale, pour augmenter ou diminuer le flux dans chaque secteur, bien sûr dans le plan alpha-bêta, puisque le repère est lié au stator dans la DTC, on s'inspire de la représentation suivante. C'est-à-dire, pour remplir la table de Takahashi proposée pour les 6 secteurs, par exemple, si on a delta CE est égal à 1 et delta phi est égal à 1, puisque la table, elle présente 3 entrées, les entrées sont définies par des erreurs des comparateurs à hysterésis, et plus la position de l'angle où se situe le flux statorique. Donc si delta CE, la sortie du comparateur à hystérésis est égale à 1, et la sortie du comparateur hystérésis du flux est égale à 1, c'est-à-dire que l'erreur du couple est égale à 1 et l'erreur du flux est égale à 1, donc on utilise vecteur V3. Pourquoi? Delta CE est égal à 1, c'est-à-dire il faut faire une augmentation, puisque l'erreur est positive. Il y a une augmentation. Et delta phi est égal à 1, il faut faire une augmentation. Et pour avoir une augmentation du flux statorique, qui est ici, et le flux rotorique qui est ici, donc ce vecteur flux statorique se trouve dans le deuxième secteur par exemple. Si on veut augmenter le couple et augmenter le flux, il faut utiliser le vecteur V3. Pourquoi? Puisque le vecteur V3, il a deux composantes. Il a une composante radiale, elle est positive, au sens positif, et il a une composante tangentielle au sens positif. Puisqu'ici, on a le sens positif, ici, dans ce sens, on a une augmentation du flux statorique. Dans ce sens, on a une diminution du flux statorique. Et dans ce sens, on a une augmentation du couple. Et dans ce sens, on a une diminution du couple. C'est-à-dire que le vecteur V3, sa composante tangentielle, elle augmente le flux, et elle augmente le vecteur, et elle augmente le couple, puisqu'elle augmente l'angle gamma. Pourquoi on n'utilise pas le vecteur V4 pour cette combinaison? Pourquoi? Parce que le vecteur V4, il a une composante tangentielle positive, mais sa composante radiale, elle est négative, donc elle fait la diminution. Et on a ici une augmentation, donc on ne peut pas utiliser le vecteur V3. On peut, et pourquoi on n'utilise pas le vecteur, par exemple, V2? Le vecteur V2, sa composante tangentielle, elle augmente le flux, sa composante radiale, elle augmente le flux, et sa composante tangentielle, et ici, elle diminue l'angle gamma, donc elle diminue le couple. Et on a ici augmentation, augmentation. La combinaison qui est adaptée à le vecteur qui est adapté à cette combinaison, c'est le vecteur V3. Pour delta CE, par exemple, moins 1. Le vecteur moins 1, c'est-à-dire que l'erreur est négative. Donc, il faut diminuer le flux. Il faut diminuer le flux. Il faut diminuer le couple, pardon. Et ici,
delta phi E est égal à 1. Donc, il faut augmenter. Il faut chercher le vecteur qui correspond à cette combinaison pour avoir une diminution du couple et une augmentation du flux. Par exemple, le vecteur V1. Si on utilise le vecteur V1, le vecteur V1, il entraîne sa composante radiale, elle augmente le flux, voilà, elle augmente le flux, et la composante tangentielle, sa projection est au sens négatif, donc elle fait la diminution du couple. Et ça, c'est adapté par cette combinaison. Le vecteur V2, est-ce que le vecteur V2, il peut être utilisé ici? Donc on a une diminution du couple et une augmentation du flux. Donc voilà ici, le vecteur V3, le vecteur V2, il entraîne une augmentation du flux, et c'est juste, elle est adaptée à ce sens. Et le vecteur, sa composante tangentielle, elle fait la diminution du couple. Mais la diminution ici est faible. La diminution ici est faible par rapport à la diminution du vecteur V1. Le vecteur V6, on ne peut pas l'utiliser puisque sa composante radiale, elle fait la diminution et on veut une augmentation. Et la même chose pour si on veut une augmentation du couple et le maintien du flux, on peut utiliser le vecteur V4 puisque sa composante tangentielle, elle fait l'augmentation du flux puisque le sens est positif N1, mais sa composante radiale est très faible, donc elle est proche d'une variation nulle. Donc on peut utiliser le vecteur V3 pour faire le maintien du flux statorique et augmenter. La même chose pour le vecteur, pour la combinaison diminution du couple, maintien du flux. Donc la diminution du couple et le maintien du flux. Pour avoir une diminution du couple, on a trois vecteurs qu'on peut utiliser. C'est le vecteur V6, V1 et V2. Donc ces composantes tangentielles sont orientées vers le sens négatif. Donc il fait une diminution du couple. Mais la composante radiale du vecteur V1 et V2 sont positives. Donc on peut utiliser le vecteur V6 puisque sa composante radiale est faible, donc on peut utiliser pour le maintien de flux. Et par le même raisonnement, on peut remplir la table de Takahashi proposée pour les 6 secteurs. Par le même raisonnement, on place le vecteur à chaque fois dans le secteur correspond et on utilise des combinaisons pour avoir une diminution ou augmentation afin de remplir la table proposée par Takahashi ici qui comporte 3 entrées. On a 2 entrées, c'est les erreurs du flux et l'erreur du couple, et on a la troisième entrée, c'est la position du vecteur flux statorique. On a décomposé dans cette présentation le, le secteur 2. Donc on peut, par le même raisonnement, remplir les autres secteurs où on utilise l'erreur du flux et l'erreur du couple, c'est-à-dire s'il y a une augmentation du flux par delta phi est égal à 1 et delta phi E est égal à 1 augmentation, on cherche dans chaque secteur le flux qui fait l'augmentation du couple et du flux. Ici, l'augmentation du flux et le maintien du couple, augmentation du flux et la diminution du couple, et la même chose pour delta phi est égal à 0. Pour les simulations, on va vous présenter une petite simulation de la DTC pour un couple de référence qui varie de 8 jusqu'à 6 et un flux de référence de 0,6 Weber. Donc on remarque ici que la réponse de la DTC elle est bonne puisque le couple électromagnétique il suit parfaitement le couple de référence qui est en rouge, mais avec certains dépassements des bandes d'hystérésis. On a ici quelques dépassements, quelques dépassements mais acceptables, Pour le flux, on remarque que sa trajectoire n'est pas purement circulaire,
Elle présente quelques perturbations. Ces perturbations sont dues au changement du secteur, puisqu'à chaque changement du secteur, on obtient ici une déformation ou une perturbation au niveau du flux. Son régime transitoire est un peu lent, puisqu'ici on est entre régime transitoire, la vitesse est en évolution, donc le terme résistif est comparable, donc il fait un obstacle à l'évolution du flux stationnaire. Donc ce régime transitoire est un peu lent dû au terme résistif de la machine. Mais pour le couple électromagnétique, le temps de réponse est très faible, donc il présente un un temps de réponse très rapide. Le problème de la DTC, c'est qu'il y a des ondulations du couple et du flux autour des bandes d'hystérésis, ce qui entraîne une fréquence de commutation variable et un peu élevée. On voit ici que la commutation d'un interrupteur, c'est la simulation d'un interrupteur, que sa commutation est très élevée, il commute rapidement, plus certaines de phases en mise en veille, donc elle n'est pas variable, la fréquence de commutation. Le courant est proche de la sinusoïde, mais avec des perturbations dues aux perturbations ou aux ondulations du flux du couple de la machine. Donc le problème de la DTC, c'est les ondulations du couple et du flux, ce qui mène à une fréquence de commutation variable et n'est pas maîtrisée. Pour cela, certains travaux proposaient la DTC modifiée. Donc la DTC modifiée, c'est pour améliorer certaines performances de la DTC classique, telles que le flux et la fréquence de commutation. Le principe de base de la DTC modifiée, c'est de changer le secteur, c'est-à-dire si dans la DTC classique, le premier secteur est situé de moins 30 jusqu'à 30, dans la DTC modifiée, on le prend de 0 jusqu'à 60. Le problème, c'est que les vecteurs V1 et V4 dans la DTC classique ne sont pas employés. Et dans la DTC modifiée, les vecteurs V3 et V6 ne sont pas employés. Dans la DTC classique, on a trouvé que la réponse du flux n'est pas bonne. C'est-à-dire que le régime transitoire est un peu lent, même au régime permanent, il y a certaines ondulations du flux, c'est-à-dire que sa trajectoire n'est pas purement circulaire, et la trajectoire circulaire signifie que le signal est sinusoïdal. Donc, pour cela, la DTC classique, il présente un manque d'ambiguïté du flux. Et la DTC modifiée, il présente une ambiguïté du couple. Certains travaux, ils proposent la combinaison de ces deux techniques de commande dans les deux régimes de fonctionnement, la DTC classique pour les grandes vitesses et la DTC modifiée pour les faibles vitesses. Donc, les résultats de simulation montrent que le couple est bien contrôlé, mais les dépassements ils sont un peu élevés par rapport à celle de la DTC classique. Donc, il y a une ambiguïté du couple ici. Cette ambiguïté est due à la longue utilisation des vecteurs V3 et V6 qui entraîne l'amélioration de la réponse du couple. Mais la trajectoire du flux est purement circulaire avec un régime transitoire très rapide. Donc on a résolu ici le phénomène d'ambiguïté du flux obtenu dans la DTC classique. Donc il est préférable d'utiliser la DTC dans les basses vitesses, DTC modifié dans les basses vitesses pour résoudre le problème du terme résistif et la DTC classique pour les grandes vitesses. Le courant toujours est proche de la sinusoïde. La bonne chose ici, c'est que la fréquence de commutation de l'interrupteur est constante. On voit ici qu'il y a des séquences de mise en veille de l'interrupteur. Elle est maîtrisée et minimisée selon la valeur obtenue par la simulation. On a trouvé ici presque 4 kHz, mais dans la DTC classique, la fréquence de commutation augmente jusqu'à 10 kHz.
Donc pour la DTC modifiée, on voit ici qu'il présente une fréquence de commutation constante, c'est-à-dire l'interrupteur il commute régulièrement avec des séquences de mise en veille, ce qui entraîne la diminution de la fréquence de commutation et de la diminution du bruit audible. Et merci pour votre attention. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va vous présenter la commande non linéaire de la machine asynchrone. Et s'il y a du temps, on va vous présenter, Inch'Allah, la commande prédictive linéaire et non linéaire.